Remue-Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue-Ménage. Remue-Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue-Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue-Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue-Ménage. Les grèves structurelles dans l'enseignement supérieur, la violence dans les universités, le tintamarre politique à l'approche des élections locales, le souhait d'émergence, la crise ukrainienne, quelles conséquences pour l'Afrique et le Sénégal en particulier. Pour débattre de toutes ces questions d'actualité, Remue-Ménage reçoit ce dimanche 25 mai 2014 Mohamed Salsao, fonctionnaire des Nations Unies à la retraite, diplômé des sciences politiques, et Chérif Salifsi, économiste, ancien directeur de l'Agence nationale de conseil agricole et rural. Remue-Ménage, dimanche 10h, 11h, avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité RFM. Dimanche 25 mai 2014, merci d'être à l'écoute de votre émission Remue-Ménage. Nous sommes dans ce studio 2 de la RFM avec M. Mohamed Salsao, fonctionnaire des Nations Unies à la retraite, ancien du bureau organisation et méthode de BOM, diplômé de sciences politiques, section économique et financière, et Chérif Salifsi, consultant, International Consulting Service, consultant de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique en matière d'aide publique au développement et d'intégration et de commerce, ancien directeur de l'ANCAR. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Depuis quelques jours, on constate une sorte de montée d'adrénaline à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec les grèves structurelles qui semblent s'installer à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a terminé par une violence au niveau de l'université de Dakar et de Saint-Louis. Monsieur Chérif Salifsi, si on vous dit de diagnostiquer ce qui se passe à l'université, que diriez-vous? Merci Alassane pour l'invitation. Je pense que le problème que nous vivons à l'université n'est pas un problème nouveau. Ce qui est grave, c'est qu'on est dans ce genre de crise depuis plus de 30 ans. Disons que vraiment, après 1975, la situation universitaire a totalement changé. Le nombre d'étudiants n'a pas cessé d'augmenter, au point qu'aujourd'hui, on se trouve dans un campus de près de 70 000 étudiants. C'est du jamais vu. On ne voit ça dans aucun pays. Ce qui fait que forcément, c'est un lieu de grand danger. Je crois qu'il est difficile dans ces conditions d'assurer déjà pour les enseignants les enseignements dans de bonnes conditions, mais également il suffit de visiter l'université pour voir la situation effroyable que vivent les étudiants. Étant donné que c'est le lieu, disons, Dakar qui recrutait le plus venant de toutes les régions, la concentration devait s'accompagner forcément par un dispositif d'accompagnement pour soulager les étudiants, au moins au plan matériel, à travers des bourses, et donner la possibilité d'accès à l'Internet, etc. Avec l'État, ce qui me surprend, moi, c'est que chaque fois, c'est les mêmes problèmes. C'est au mois de mai, juin, alors que les budgets sont de l'année en cours et votés en novembre ou en décembre avant, qu'on revient surtout sur des problèmes de bourse qui ne sont pas payés, ce qui fait que la situation est véritablement inquiétante. Et je pense qu'il faut avoir le courage d'interpeller les deux parties aussi. L'université, déjà, pour un enseignant qui y entre, c'est une très grande menace. Je crois qu'on est obligé parfois de donner de mauvaises notes, d'accompagner malgré soi, mais on a peur d'entrer ou de sortir de l'université à 19h parce que tout le monde n'y est pas pour étudier. Ça, c'est une vérité. Mais il faut également que le gouvernement arrête cette situation et trouve les moyens sur les aspects dont je viens de parler, de rendre justice aux étudiants, de leur donner leur bourse à temps, qu'on cesse de prendre des engagements qu'on ne peut pas respecter et qu'enfin, il soit arrivé le temps où il faut véritablement déconcentrer, trouver des centres régionaux, pas seulement de nom, des centres régionaux réellement fonctionnels, et là aussi ne pas s'y engager comme on l'a fait jusqu'ici, c'est-à-dire sachant pertinemment qu'on ne dispose pas du potentiel d'enseignants et d'encadreurs qu'il faut. Je crois donc qu'il faut une réflexion globale, que également aussi les parents d'élèves, ça aussi il faut les interpeller. Les gens sont enclins ici à s'occuper de tout et de n'importe quoi.
mais jamais sur les questions de fond. Sur les questions de fond, c'est regrettable. C'est les milieux maraboutiques, la chefferie traditionnelle et les parents d'élèves que l'on n'entend jamais. Je pense que cela n'est pas normal. Mohamed Salsao, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été mises en place. Il y a eu celle de 1994. Récemment, il y a eu des centres régionaux qui ont été ouverts un peu partout pour décongestionner un peu l'Université Cheikh Anta de Dakar. Mais les problèmes restent récurrents. Oui, tout à fait. Je pense que mon prédécesseur a très bien exposé la situation en remontant d'assez loin d'ailleurs. Mais je pense que pour ne pas répéter ce qu'il a dit, je vais me focaliser un peu sur certains aspects qui interpellent les deux parties, certes, mais qui appellent des solutions relativement hardies. Pourquoi ? Parce que il l'a dit, on a fait des promesses que peut-être qui n'ont pas pu être tenues en raison, disons, de certaines volontés de généraliser les bourses. Ce que j'appelle, il y en a beaucoup qui parlent de populisme, de démagogie, de laxisme, etc. Moi, je dirais simplement que le souci de démocratiser, entre guillemets, l'enseignement supérieur portait en lui-même les germes des crises que nous voyons. Pourquoi ? Parce que souvent, ce sont des revendications corporatistes qui se font jour. Le paiement des bourses, soit qu'ils sont payés en retard, mais moi, je mettrais surtout l'accent sur l'atomisation, c'est-à-dire la fragmentation des bourses qui ne sont pas du tout élevées parce qu'il faut satisfaire le plus grand nombre puisqu'on les a généralisées, ces bourses-là. Et ma foi, les ressources budgétaires sont ce qu'elles sont. Elles sont relativement limitées et il y a des arbitrages à faire entre, d'une part, les bourses à payer aux étudiants, et M. Sy le disait tout à l'heure, d'autre part, les besoins de développement en infrastructure, de recrutement en personnel enseignant, etc. Ça m'amène à poser un problème. Je sais que c'est délicat, mais je pense que je vais aller très rapidement. Le nombre exorbitant d'étudiants auxquels nous assistons aujourd'hui trouve sa source véritablement dans ce que j'appellerais l'usine à gaz, c'est-à-dire qu'on fabrique des bacheliers à tour de bras, sans savoir finalement où les orienter, où les affecter. Et étant entendu que tout le monde veut se retrouver dans le système d'enseignement classique, qu'on dirait général, alors que nous avons, en termes de développement, des besoins dans l'enseignement technique et professionnel. Tout le monde ne peut pas être avocat ou professeur de lettres, etc. Il faut bien qu'on se le dise. Il y a cette chose-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a un manque de rigueur aussi dans la gestion, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que si j'écoute les responsables politiques parler de ce que nous appelions dans notre jargon quand on était étudiant les cartouchards, qu'on nous dise que des gens pour aller à la licence passent de 6 à 17 ans, moi c'était surréaliste. Moi j'étais effaré en lisant ça. À l'époque, quelqu'un qui avait redoublé 2 fois, c'était fini, hein, il ne pouvait plus continuer son cursus. Certainement, il y en avait qui passaient d'une faculté à l'autre pour essayer de trouver un terrain, mais jamais on a vu ça de mémoire d'étudiants à l'époque. Alors, le résultat, il est à, disons, les propositions, parce que je ne veux pas être trop long, les pistes de réflexion à explorer en plus de celles dont parlait M. Sy, c'est qu'il va falloir, quoi qu'on dise, faire un arbitrage, parce que plus de 40 milliards de bourses sur une année. Nous, à l'époque, en 2000, il faut avoir le courage de le dire, avant la généralisation des bourses, ça tournait aux environs de 6 milliards. Quand j'étais encore au bureau organisation et méthode, quand nous travaillions sur la masse salariale, la gestion budgétaire, ce sont ces ordres de grandeur que nous avions. Il y a aussi un problème d'inquiétude de la part des étudiants, en plus de problèmes de bourse, c'est-à-dire les débouchés. Il n'y a pas d'adéquation formation-emploi. Le marché du travail n'offre pas les débouchés que les étudiants seraient en droit d'attendre. Et puis, ma foi, l'indiscipline aussi, M. Sy en a parlé. Et personnellement, je ne sais pas si je fais preuve d'originalité ou pas, mais je serais enclin à parler de cogestion, puisqu'on parle véritablement qu'il y a le campus social à côté du campus pédagogique.
Le campus social, je pense qu'il va falloir inventer des modes de cogestion avec les représentants d'étudiants, etc., pour la responsabilisation des étudiants. Et mutatis mutandis, pour ce qui concerne le campus pédagogique, peut-être aussi faire de la cogestion, mais cette fois-ci, avec d'un côté les employeurs, le syndicat patronaux, etc., qui sont ceux qui pourvoient au travail, et les collectivités territoriales, les collectivités locales. Monsieur Sy parlait tout à l'heure des centres régionaux. Il faut dire quand même, au bénéfice du régime précédent, qu'on a généralisé les centres régionaux, les universités régionales. C'est un fait, mais il va falloir que les acteurs locaux, les responsables locaux, s'impliquent davantage en termes de compétences à transférer. Ouais, monsieur Serif Saloussi, est-ce que c'est étonnant de généraliser des bourses à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui partent de 6 milliards à 40 milliards de francs CFA, et ensuite le ministre de l'enseignement supérieur a dit qu'il y a des fraudes, plus de 2000 et quelques personnes percevaient indûment des bourses? Oui, mais ça, comme je l'ai dit, c'est la responsabilité de l'État. Je crois que quand on donne des bourses, on série dans ce qu'on fait, qui le mérite, on peut donner ça au mérite, on peut soutenir des familles qui en ont véritablement besoin. Je crois qu'il y a une culture, encore une fois, qui se développe, qui, même si ce travail était fait convenablement, l'absence justement d'un partenariat, ou en tout cas d'un nouveau type de partenariat qui permet une certaine participation, au contraire, pourrait aider. Il y a des gens qui ont tout à fait proprement la bourse et qui le méritent, mais qui font passer sur le plan de la santé ou d'autres, la tante, la mère, la grand-mère. Je crois que toutes ces choses-là, il faut les arrêter. Mais je crois que, pour revenir sur le fond de la question, je crois qu'il faut voir à qui on donne une bourse, donner la bourse à ceux qui le méritent, et à ce moment-là, il faut assumer. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi le contexte où l'ancien président avait décidé de donner une bourse. D'abord, tout le monde n'a pas une bourse, c'est une bourse où on pécule. Je crois que c'est ça. Si vous vous souvenez bien, ça faisait suite à la position de la Banque mondiale, disant que l'enseignement supérieur, c'est une charge dont il faut réduire le coût. Les coûts, j'ai compris tout de suite, le président qui s'est senti égratigné et qui a réagi de façon épidermique en disant que lui, il donnera une bourse, un pécule. Je crois qu'il faut toujours prendre du recul. Il faut toujours prendre du recul et réfléchir sur ce qu'on fait et donner les bourses au mérite, ou en tout cas au plan vraiment de soutien social pour des familles qui le méritent vraiment. Et à ce moment-là, on pourra peut-être gérer mieux l'université. Il faut, quand j'ai dit aussi, il faut décongestionner, ça veut dire que effectivement que tout le monde ne peut pas avoir pour vocation à aller à l'université. Mais si on a aussi des écoles supérieures, c'est ça que les États-Unis ou en France, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, ce serait une aide précieuse au développement. Étant entendu que la vocation d'une université classique, ce n'est pas de former au métier de l'entreprise, mais le secteur privé français, lorsque le gouvernement a créé la Sorbonne, a créé à côté les grandes écoles. Les Américains ont bien serré pour marcher sur les deux jambes en identifiant clairement ceux qui font le PhD, la recherche, le doctorat, la recherche, et ceux qui font des MBA pour accéder tout de suite au métier de l'entreprise. Je crois que ça, on a des universités privées, mais on n'est toujours pas arrivé à prendre en compte ces dimensions qui nous interpellent d'ailleurs dans ce qu'ils appellent maintenant le plan d'émergence et autres. Je crois que donc, pour revenir à ce qu'a dit Salsao, il faut vraiment s'asseoir autour de la table et très courageusement voir ce qui est possible, ne jamais s'engager sur ce qui n'est pas possible, impliquer d'abord ceux qui sont concernés, leurs parents, et impliquer aussi le secteur privé aujourd'hui, à mon avis, dans la gestion de certains aspects du campus. Justement, Souleymane Bachir Diagne, dans une réflexion avec certains intellectuels, avait justement parlé de STEM avec le programme américain dont vous parlez. Mais quand il s'est agi de parler de paiement pour avoir accès à l'université, 250 000 francs CFA, il y a eu un tollé. On a même interdit à Souleymane Bachir Diagne de séjour à l'université. C'est un gros problème, ça. Oui, je pense qu'il faudrait aussi là serrer les choses. Tout à l'heure, mon ami et vis-à-vis M. Sy parlait de la différence entre l'université et les grandes écoles. Dans le système américain, c'est un peu particulier. Aussi bien dans les universités que dans les grandes écoles, les fees, les honoraires, les taux scolaires, universitaires sont assez élevés. Il y a même dans le secteur bancaire, il n'y a pas de problème de bourse, il y a des prêts bancaires. On mise sur les étudiants
à charge pour eux de commencer à rembourser lorsqu'ils seront dans le marché de l'emploi, lorsqu'ils commenceront à travailler. En France, il y a les deux modèles. Dans les universités, les droits d'inscription sont relativement peu élevés comparativement à ceux qu'on paye dans les grandes écoles. Pour faire la comparaison de tout à l'heure, si je regarde moi les droits que je payais à l'université à la Sorbonne, au Panthéon, quand je faisais mes études de droit, c'était rien à côté de ce que j'ai dû payer quand il a fallu intégrer Sciences Po à rue Saint-Guillaume, où les droits étaient élevés. Ça, c'est les grandes écoles, HEC, ESSEC, etc. Donc, c'est différent. Et peut-être que les étudiants ici ne le comprenaient pas ainsi. Et effectivement, compte tenu aussi de la réalité du développement au Sénégal. Mais par-delà ces questions, j'allais dire matérielles, moi, je veux vraiment insister sur l'aspect contenu des enseignements, qualité de l'enseignement, excellence de l'enseignement. Parce que c'est bien de fabriquer, quand la théorie socio-économique des organisations publiques nous l'apprend, quand on essaie d'évaluer véritablement le service public de l'éducation ou de l'enseignement, on se demande est-ce que ce qui est parlant, c'est le nombre de diplômés que l'on forme ou la qualité des diplômés que l'on forme. Et c'est là où je voulais en venir. Je pense que autant on a vu, je pense que c'est le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, qui en a parlé il y a quelques jours, pour ce qui concerne, disons, un peu les revendications des étudiants au regard des critères de sélection pour le master, puisqu'ici, maintenant, ils sont dans le système LMD, licence, master, doctorat. Autant, moi, je pense qu'effectivement, on ne peut pas faire l'impasse sur la sélection. Parce que sinon, c'est un enseignement au rabais que l'on dispense. Et la qualité des ressources humaines sénégalaises dont on parle à travers le monde, je sais qu'on n'en parle pas seulement en Afrique, même en Europe, etc., commence vraiment à prendre du plomb dans l'aile. Moi, je l'ai dit, vous avez dû l'entendre en filigrane, ces critères de sélection devraient même commencer un peu plus tôt. Moi, je pense qu'il va falloir essayer de fermer un peu le robinet au niveau même du baccalauréat. Ça, c'est vraiment, quand on regarde la propension à progresser du nombre de bacheliers, on s'interroge. C'est véritablement... on est assis sur une poudrière, le couvercle de la marmite va sauter, en dehors des questions de bourse. La dernière chose à ce sujet, si vous le permettez, quelle que soit l'indiscipline, la manipulation dont ils peuvent faire l'objet, les étudiants, etc., je pense que c'est bien d'être ferme, mais la fermeté a plusieurs degrés, plusieurs aspects, plusieurs paliers. Et la violation des franchises universitaires, c'est quelque chose qui passe mal chez les intellectuels. Et je pense que c'est bien de se montrer ferme, mais peut-être qu'il faut inventer d'autres espaces, d'autres modalités d'intervention et de rigueur. C'est aussi, les étudiants se plaignent aussi de l'absence récurrente des enseignants. Certains d'entre eux ont dit, par exemple, ils peuvent rester pendant 6 mois, 12 mois, ils n'arrivent pas à faire le master parce que ceux qui sont chargés de les enseigner ne sont jamais là. Ils sont en train de courir peut-être des consultances un peu partout à l'extérieur. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des étudiants. Mais c'est la vérité. Moi, je connais, c'est mon milieu. Je sais un peu ce qui se passe. Les gens sont dans les ONG, sont dans les organisations de la société civile. Et je pense que c'est choquant. C'est vraiment choquant. On ne peut pas avoir un enseignant qui est payé normalement, qui bénéficie des conditions remarquables. Parce que lorsque vous avez un maître assistant qui a 1,6 million, c'est pas loin de ce que perçoivent certains enseignants en France ou ailleurs. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais c'est pas loin. Dans nos pays, c'est de bonnes conditions de travail et que certains assurent moins de 8 heures par mois. Ça arrive parfois. Je crois que c'est un problème dont le CS est conscient, qu'ils essayent de régler, mais nous aussi, c'est un petit pays, tout le monde se connaît, il y a des complaisances, je crois qu'il faut dévorer tout ça et régler le problème. Mais je voudrais ajouter par rapport à ce que mon ami Salsao a dit, c'est vrai, il faut quand même
être sélectif, faire une certaine sélection. Ça se fait ailleurs de plus en plus, c'est cela qui est assumé, mais en offrant d'autres répondants dans la société. Sinon, c'est la bombe sociale. Si vous n'avez pas des écoles des arts et métiers, si vous n'avez pas une école du théâtre, du cinéma, d'autres options possibles, vous ne pouvez pas fermer l'université de cette façon-là. Mais ce qui se fait, les étudiants doivent en avoir une pleine conscience. Ce n'est pas soutenable. Même, je dis, même si on est loin des ratios internationaux, nous sommes très loin de la masse critique par rapport à notre population d'étudiants qu'il faut avoir à l'université. Ça, c'est loin. Mais les ressources aussi sont des réalités. Le niveau de développement est une réalité. On ne peut pas se permettre aujourd'hui ce qu'on se permettait dans les années 70, dans les années 80. Ce n'est pas possible. Moi, je crois encore une fois qu'il faut prendre ces propositions, ça et là, et je suggère quand même aussi à la puissance publique d'être ouvert aux propositions alternatives de gens qui ne sont pas aux affaires. Ce n'est pas pour rien qu'aux États-Unis, le pan de la recherche le plus financé, c'est la recherche marxiste et alternative. C'est fait à dessein. Quand on est aux affaires, c'est comme si on était dans sa baignoire. À un moment donné, on ne sait plus si l'eau est chaude ou froide. Une réflexion sincère en face, et je crois que même si parfois c'est sévère, il faut la prendre en compte et réfléchir également pour sortir des situations que nous vivons. Mais est-ce que c'est pas ça qui pose le gros problème au Sénégal? Comme l'a dit Chérif Sadibsi, il n'y a pas des écoles de formation qui permettent à ceux qui ne peuvent pas continuer à l'université de se former ailleurs. On a vu aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, ailleurs en France, c'est cette alternative-là qui est offerte aux étudiants. Le Sénégal, les gens disent qu'il y a un problème d'emploi, mais certains disent non, ce n'est pas un problème d'emploi, c'est un problème de qualification. Des gens cherchent de bons menuisiers, de bons ouvriers, ils n'arrivent pas à en trouver. Parce que c'est des tâcherons qui sont dans la rue. Donc, c'est un gros souci, ça. Nous sommes tout à fait d'accord. C'est ce que je disais dans ma première intervention, quand je faisais la comparaison entre l'enseignement classique, formation générale, et l'enseignement technique et professionnel. Il va de soi qu'il va falloir diversifier les filières d'enseignement, et pas seulement au niveau du supérieur. Nous sommes, je pense, tous en phase là-dessus. Mais je voudrais quand même, avec votre permission, revenir sur un aspect sur lequel je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec mon ami ici. Disons, je vais nuancer un peu. C'est sur passez-moi l'expression, mercenariat des enseignants. Je ne pense pas que ce soit en soi une mauvaise chose. C'est peut-être l'excès qui est nuisible. Qu'une mauvaise chose que les enseignants aillent travailler dans des ONG, fassent du consulting et surtout fassent de la recherche. Nous avons vu aussi que les étudiants disaient oui, on met de l'argent, 180 millions pour de la recherche, 180 millions, c'est rien pour les bourses de recherche des enseignants. Il y a une synergie entre les fonctions d'enseignement et les fonctions de conseil. Je ne vous cache pas, nous, au niveau de notre temps, je n'aime pas tellement utiliser cette expression, au bureau d'organisation et méthode, on nous poussait à faire de la formation. J'ai été prof à l'ENAM ici pendant que j'étais au BOM. Et ensuite, quand je suis parti ailleurs, j'ai donné des cours à l'Université de Paris. Mais là, M. Salsao, c'est l'excès qui a été dénoncé par les étudiants. C'est-à-dire que ce n'est plus aujourd'hui d'aller se former, c'est des enseignants qui désertent l'université pour aller faire de l'argent ailleurs, alors que les étudiants sont là, les attendent. Mais prenons ça avec beaucoup de précautions. C'est l'excès surtout. Beaucoup de précautions. C'est-à-dire que quand on fait des procès, c'est facile de dire ils ont déserté. Il y a un minimum de quota d'horaire qui est dispensé. Je pense que dans la réforme du LMD, il y a des exigences au niveau des professeurs dont ils ne peuvent pas s'écarter, sauf s'il y a des complicités. Est-ce qu'il y a le contrôle qu'il faut? Alors ça, c'est un autre débat. Moi, je ne suis pas l'avocat du diable, mais je pense que quand même... je pense que quand même la synergie est importante entre les fonctions de conseil et les fonctions d'enseignement. L'enseignement nourrit le conseil et vice-versa. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux sans faire du mercenariat tous azimuts. Je voulais juste... Tout à fait, c'est ça que je veux dire. Assumer le volume d'heures pour lequel on est payé, c'est ça. Ça, c'est la moindre des choses. Il est vrai que l'ouverture, ça enrichit toujours. C'est ça que je voulais dire. C'est une obligation de toute façon. C'est ça que je voulais dire. Je veux simplement ajouter par rapport à ce que Alassane a dit, je l'ai entendu aussi dans une autre émission le dire, mais c'est tellement vrai que l'une des principales faiblesses de notre continent, c'est dans les métiers intermédiaires. Tôlier, soudeur, maçon, menuiserie, tout ce qu'on utilise ici. L'Afrique ne participe qu'à 4% de la conception de tout ce que nous consommons.
Et ces 4%, elles ne participent ni à la définition, ni à la conception, ni à la fabrication. Et ces 4% sont concentrés entre les mains de deux pays, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Je crois que c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte pour ouvrir et développer d'autres métiers qui sont nécessaires à la société. Ça nous permet d'embrayer dans le deuxième point de notre débat, c'est le tintamarre politique qu'on voit avec le local, 2700 listes pour 15 milliards de francs CFA pour des locales, dans un pays aussi pauvre que le Sénégal. Et avec tout ce qui va comme tintamarre, chacun veut se montrer plus beau dans son quartier pour être élu à la place du maire ou bien qui veut participer, ce qui est bien en soi en tant que démocratie. Mais est-ce que le Sénégal peut supporter ces dépenses? Je sais ça. Oui, oui et non. Apparemment, le problème qui se pose n'est pas forcément un problème de moyens financiers. 15 milliards. Oui, 15 milliards, mais d'après les informations qui circulent, qui sont véhiculées par les médias, vous êtes un homme de médias, on dit que le financement des élections ne pose pas de problème. Le problème, il est ailleurs, c'est l'organisation matérielle, plus que l'aspect financier lui-même, et c'est bien entendu les problèmes de fond, les débats de fond qui a lieu ici. Parce que vous pouvez avoir 100 milliards au lieu de 15 milliards, mais si vous avez une journée seulement de vote avec un certain nombre de listes, et lesquelles listes avec l'obligation de l'électeur, pour l'électeur d'aller voter, on se demande est-ce que une journée suffira d'abord pour que ce vote ait lieu. Est-ce que, parce qu'ici en général, et je pense que c'est à 18h que ferment les bureaux de vote, dans un contexte tel que celui-là, les gens sont en train de se poser des questions. D'autre part, c'est la masse de bulletins qu'il va falloir confectionner, même si nous avons des imprimeries performantes et que les imprimeurs pensent pouvoir tenir le challenge, le défi, il y a un problème, il y a des problèmes de délai. Puisque la campagne électorale commence le 15, etc. Les élections sont le 29 juin. Le 29 juin, c'est demain. Et donc, ce sont surtout ces questions-là. Le ministère de l'Intérieur, même aujourd'hui, j'ai lu dans la presse qu'il y avait des fonds qui continuaient à être débloqués pour pouvoir régler ce problème-là. Mais moi, je pense que les incertitudes sur ces élections et ce que vous appelez le tintamarre, il est moins dans les aspects financiers que dans les aspects logistiques, matériels et surtout dans les aspects de fond. C'est-à-dire la démultiplication des listes, les alliances, j'allais dire, contre nature, ou en tout cas surprenantes pour le moins, puisqu'il y a des alliances qui s'étaient nouées pour la présidentielle et qui ont volé en éclats à la faveur de ces élections locales. Les problèmes de la loi sur la parité, etc., etc. Ce sont pour moi les éléments les plus critiques. Je nous savais aussi qu'est-ce que c'est cette ruée de tout le monde vers les locales avec 2700 listes, 15 milliards de francs CFA, le problème de la parité qui pose problème. C'est comme si le pays ne pose pas les débats de fond d'économie d'émergence, c'est un débat politicien. Auquel on assiste. Je vais taquiner peut-être aussi qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas occupés et qu'on aime bien les conférences et les rencontres et tout le monde veut être autour de la table. Je crois que moi l'aspect financier et tout ça, ça ne me gêne pas. Dans une démocratie qui fonctionne normalement, et il ne faut pas perdre de vue d'abord que toutes les élections précédentes, c'est jamais moins de 25 milliards. Il est vrai que c'était payé par les partenaires. Et donc, ce n'est pas un problème. Dans une démocratie qui fonctionne normalement, et un peuple qui s'émancipe à travers les votations, vraiment que ça serve la communauté et que ça nous permette de construire dans les meilleures conditions possibles le pays, ça ne me gêne pas. Le Trésor collecte 40 milliards par mois. Si ça se passe dans les conditions que je souhaite, 15 milliards, ce n'est pas grand-chose. Mais le problème, c'est l'organisation du fonctionnement des partis. L'organisation du fonctionnement des administrations, c'est des problèmes très sérieux. Les formes que prennent les élections, les coalitions,
gestion, on en a parlé, mais il y a des pays qui les règlent. Je ne veux pas employer l'expression de rationalisation, mais il faut s'organiser de telle sorte qu'on sait qui est qui et combien pèse qui. On peut décider par exemple que l'année prochaine, tout le monde, tout parti participe individuellement en tant que parti, et à ce moment-là, qui n'a pas 2% n'est pas invité, se considère comme un groupe de réflexion. Il y a eu beaucoup de propositions de financement des partis avec El Hadj Mbodj qui a remis ce dossier à Diouf, à Abdoulaye Wade, mais ça n'a rien donné. Mais il y a le clientélisme que tout le monde utilise. Le pouvoir, l'opposition, on est un pays très clientéliste. Je crois qu'il y a ça. Les gens, ils s'attendent toujours à ce que réapparaisse la manifestation de l'inconstance du leadership, parce que notre leadership, c'est ça aussi sa faiblesse. Il est très inconstant. Ce qu'il dit le lundi n'est pas sa position du jeudi. Je pense, moi, que c'est surtout ça qu'il faut mettre de l'ordre. Et c'est faisable. Aux États-Unis, par exemple, j'ai fait un papier dans Le Monde pour montrer qu'aux États-Unis, il y a 99 partis politiques. Très peu de gens le savent. Dans les discussions, les concertations qui engagent l'avenir des États-Unis, si vous n'avez pas un certain poids, et ces certains poids, il se trouve hélas qu'il n'y a que 2 grands partis qui l'ont, vous êtes soutenu dans votre quartier, dans votre État, dans votre région, mais vous ne participez pas aux enjeux fondamentalement, en tout cas de cette façon-là. Je crois que ça aussi, il faut en tirer les leçons. On peut s'exprimer, servir son pays, servir sa localité à une multitude de niveaux. Je crois que, mais les gens veulent être toujours en face du président de la République ou en face du ministre de l'Intérieur. Je pense que ce n'est pas acceptable. Il faut régler tout ça, mettre de l'ordre. Est-ce que ce n'est pas ça le gros problème dans nos pays où il y a souvent des positions manichéennes? Soit Chérif Salif Sy ou bien Salsaou avec moi, ou il est contre moi, les gens n'acceptent pas la critique. On est dans un pays où on ne pose pas de débat de fond, où les propos sont triviaux, c'est des insultes au bas de la ceinture. Mais c'est quand même dramatique pour une démocratie comme le Sénégal. Tout à fait, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Je reviendrai sur cet aspect-là, mais je voulais là aussi un peu ramer à contre-courant. Pour tenir compte de la spécificité des élections locales. Tout à l'heure, quand j'entends effectivement parler de partis, essayer de rationaliser en demandant, etc., mais moi je fais partie de ceux qui sont convaincus que des candidatures indépendantes doivent être promues pour ce qui concerne les élections locales, parce que c'est véritablement des problèmes de gestion de la cité, c'est des problèmes de citoyenneté qui sont en mais au niveau national, vous avez plus de 300 partis politiques. Mais je ne parle pas de partis politiques là, je parlais des élections locales et de la possibilité de candidature indépendante pour ces élections locales-là. Il en va autrement quand il s'agira de l'élection présidentielle ou quand il s'agit des élections législatives. Mais je pense que c'est pas le problème, il est moins au niveau des indépendants qu'au niveau même des partis politiques. Le problème, il est là. C'est ça. Et parce que dire les partis, oui, mais on se rend compte que les alliances se font et se défont au gré des intérêts et au gré de l'agenda politique. Et ça, c'est pas véritablement un problème d'individus, etc. C'est un problème de mentalité. C'est un problème historique. C'est-à-dire que nous avons ici, je parlais de leadership tout à l'heure, des logiques individuelles dans le personnel politique sénégalais. C'est des logiques individuelles. Les gens sont dans les partis, mais on s'en rend bien compte. Quand il s'agit d'élections, tout de suite, on sort du rang. Lorsqu'on n'est pas mis en tête de liste ou en tête dans un des types de scrutin, que ce soit la proportionnelle ou que ce soit la départementale, pour les locales, ou la majoritaire, automatiquement, on va trouver des alliances avec d'autres, etc. Mais c'est toujours des partis. Et maintenant, on se rend compte que des partis qui ne sont pas crédibles, et là, grâce à M. Sy, qui n'ont pas du tout l'audience qu'ils seraient en droit d'attendre, etc., qui acceptent de gaieté de cœur de jouer les chevaux de Troie de certains hommes qui ont des ambitions. Mais est-ce que ça, c'est pas la responsabilité de l'élite, de leadership qui est là, qui doit prendre ses responsabilités? On parle de rupture, mais on ne la voit pas. On a l'impression que la rupture, c'est juste dans les paroles, mais dans les actes. Tout à fait. Mais ça, c'est une responsabilité qui est individuelle. Mais il y a quand même une élite qui est là. Individuelle au niveau de l'élite.
individuelle au niveau de l'élite. L'élite prise comme ça dans son acception la plus large, en elle-même ne veut rien dire dans ce cas de figure-là. Il s'agit de responsabilité individuelle de l'élite, à un niveau individuel, c'est-à-dire que chacun prenne ses responsabilités en termes de valeurs, en termes de sens civique, en termes d'esprit républicain, pour pouvoir assumer véritablement le rôle que doit jouer un intellectuel ou une élite dans une société donnée. C'est de ça qu'il s'agit, et malheureusement, on a perpétué et répliqué, comme on dit en anglais, perpétuer des réactions, des réflexes, des attitudes, des comportements qui ont donné aujourd'hui ce à quoi nous assistons. Mais Chérif Sanoussi, est-ce que finalement les partis politiques n'ont pas pris le pays en otage, les Sénégalais en otage, en les manipulant, en faisant ce qu'ils veulent? C'est en quelque sorte cela, mais je vais un peu soutenir mon frère dans ce qu'il dit. Moi, dans un papier récent, je suis allé plus loin en disant qu'on réserve les élections locales aux organisations de la société civile. Moi, je suis allé très loin, c'est ça. Le nombre de partis ne me gêne pas. Dans une démocratie, c'est un problème d'opinion et de point de vue. À la limite, pour caricaturer, on pourrait avoir autant de partis que d'individus. C'est pour ça qu'il y aura forcément des coalitions. Dans une démocratie, c'est nécessaire. Mais que le leadership, je ne parle pas des élites, le leadership, celui qui organise la lutte, le cadre de la lutte, le lieu où se mène le combat, celui-là a une responsabilité pour organiser cela, à condition, comme il l'a dit, que les gens soient aussi nourris d'une certaine éthique pour accepter que la chose soit gérée de cette façon. Et comme tu le dis, à tort ou à raison, en tout cas, une grande partie de l'opinion considère que nous sommes pris en otage par une certaine classe politique. Mais tout ça, je crois que c'est à notre portée de le corriger. Et je crois qu'il ne faut pas désespérer donc, pour le moment. Mais parce que si on regarde l'espace politique sénégalais, depuis 50 ans, c'est les mêmes têtes qui tournent autour des partis. C'est les Amath Dansokho, c'est les Moustapha Niasse, c'est le Parti socialiste. On ne voit pas les jeunes prendre le leadership dans les partis politiques. Il y a plus grave. C'est au niveau des offres. Moi, j'ai suivi cette semaine Ramayad. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que je trouve à suivre cette fille, le contexte dans lequel elle se bat, comment elle assume la formation dont elle a bénéficié. C'est une très, très grosse pointure. Elle se meut dans un milieu extrêmement hostile, mais elle dit ce qu'elle veut, comment elle le veut, avec qui elle va le faire, quelles sont les forces sociales qui ont intérêt dans ces élections européennes qu'elles mettent en œuvre. Mais ça, c'est des choses que vous n'entendez jamais. Un parti vous parle d'emploi, personnes rares, je crois, sont dans la classe politique, c'est que vous dire combien coûte un emploi industriel au Sénégal. On annonce des choses. Et de l'autre côté, vous entendez parler d'alternance générationnelle, un concept extrêmement ridicule, générationnel, alors que vous n'avez rien dans le ventre, vous n'écrivez rien, vous ne commentez pas le budget de l'État, vous ne lisez pas les notes politiques de notre pays, vous ne faites pas de compte-rendu de lecture. Je crois que, encore une fois, il ne faut pas trop frapper sur les gens, mais c'est des choses qui méritent d'être corrigées. 80 ans, 70 ans ou 25 ans, nous sommes d'aujourd'hui et de maintenant. Nous sommes de la même génération, de la même époque en tout cas, et il faut travailler ensemble. Quand j'entends, c'est pour ça que lorsque je soutiens des jeunes, je leur dis alternance, oui, un nouveau, même s'il a 80 ans, mais qu'il n'est pas géré d'une certaine façon ou pendant un certain nombre de temps des partis. C'est ça que j'appelle la nouveauté. Mais donc, en résumé, la nouveauté aussi, c'est dans les capacités de conception, d'élaboration, de formulation de politiques alternatives et crédibles au bénéfice des populations. Mais pourquoi donc l'offre politique des jeunes dans les partis est faible? Mais c'est un problème de formation d'abord. Il faut quand même formation, pas universitaire seulement, mais formation politique aussi. Parce que finalement, les gens au Sénégal ont utilisé la scène politique comme ascenseur social, comme tremplin. Aujourd'hui, on fait, à l'époque, ou même dans certains pays, les gens faisaient carrière, ils étaient d'abord journalistes, ensuite ou médecins. Ils avaient un métier. Ou ils avaient un métier. Et ils avaient, en plus de leur métier, disons, une espèce de volonté de servir leur pays, une vocation pour l'intérêt général, pour la chose publique, etc., et qui les a menés à rentrer en politique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est des raccourcis. Les gens prennent les raccourcis. Et quand vous regardez tous ces jeunes qui répondent
à des anciens, entre guillemets, sans avoir pris le temps de mesurer la portée de ce qu'ils disent, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Alors, le problème, c'est qu'on leur a fait croire que la génération, et je suis très heureux d'entendre M. Sy dire ça, relève générationnelle, etc. Ce n'est pas un problème d'âge, hein, c'est un problème de mentalité, c'est un problème d'implication, c'est un problème de leadership qui est posé à cet égard-là. Et malheureusement, aujourd'hui, pour renverser la vapeur, il va falloir mener un combat relativement... Il faut que les gens aient le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Je me rappelle sur un plateau, je ne sais plus si c'était votre télé, il y a quelques jours, on a interpellé un ministre de la République sur la sortie d'un membre de le parti au pouvoir, hein, pour ne pas le nommer, qui mettait en garde, qui menaçait suite à l'arrivée de M. Wade ici, et que, on va arrêter, on va supprimer, machin, revenir sur la loi ESAN, on remet en cause l'amnistie, on arrête le machin, on ne va pas lui donner les avantages d'un ancien président, etc. C'est véritablement enfantin. Et j'étais très heureux que sur ce plateau-là, un ministre de la République dise, oui, vous savez, je parle à mon niveau, à mon nom personnel, il y a un problème d'apprentissage, d'éducation à faire à l'intérieur même des partis. Et ça, je pense que c'est un constat que nous sommes tous amenés à faire. Ici, au Sénégal, je pense que les gens, les hommes politiques, nos hommes politiques, je pèse mes mots, je ne veux pas jeter la pierre, mais ils aiment la facilité. C'est-à-dire que lorsqu'une décision doit être prise, ce qui les intéresse au premier chef, c'est qu'est-ce que ça va coûter en termes de voix. Est-ce que ça ne remet pas en cause ma réélection? Comment je vais être perçu? Et ça, quand vous commencez à raisonner comme ça, c'est la porte ouverte à tous les excès, à toutes les dérives, à toutes les violations de la loi, de l'état de droit. Et c'est ça à quoi nous assistons aujourd'hui. Et de prébande en prébande, d'avantages sectoriels, corporatistes, en avantage corporatiste, tout le monde vient. Quand on parle de front social, c'est ça. Chacun revendique. Parce qu'on donne satisfaction à une frange de la population, les autres arrivent. Mais les problèmes globaux pour l'intérêt général du pays, pour régler véritablement la situation économique et sociale des populations, ça passe au second plan. Le troisième point de notre débat chez Salif, c'est qu'aujourd'hui on parle de questions peut-être domestiques. Sur le plan mondial, on a vu ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, la signature d'un contrat gazier entre la Chine et la Russie, beaucoup estiment qu'aujourd'hui que le monde est en train de changer de paradigme et même de paramètres dans les rapports internationaux. On n'entend pas le Sénégal dans cette voie-là, on n'entend pas l'Afrique. L'ambassadeur des États-Unis qui quitte le Sénégal l'a dit dans une interview en disant on n'entend pas la voix du Sénégal sur la Syrie, sur l'Ukraine, c'est ce qui se passe dans le monde. Pour lui, il y a un problème. Oui, c'est quand même difficile que ça se passe comme ça. Le Sénégal est dans l'Union africaine, quelles que soient les imperfections et tout ça. Et dernièrement, l'opinion publique a tout le temps reproché au gouvernement de chacun aller de son côté pour raconter n'importe quoi. Mais c'est dommage, on termine par ce point. Et c'est tellement important, et surtout avec plusieurs aspects. La volonté de Poutine de reconstituer l'Empire, comme il l'a dit dans sa déclaration du 8 mars. Je crois que c'était une déclaration extrêmement forte. La Russie veut retrouver sa position, reconstituer l'Empire disloqué et accusant les Occidentaux, décrivant même la manière dont cela a été fait. Cette humiliation fait que, là, il dit, je le cite, la géographie commence souvent par la stratégie. Après avoir perdu une grande partie de ses territoires historiques et de sa population russe et non russe, la Fédération se donne enfin comme grand projet de reconstituer la nation et de façon patriotique. Voilà le défi. Je crois que c'est ça qu'il faut intégrer, prendre en compte, parce que les Occidentaux ont commis énormément d'erreurs. L'Ukraine, c'est la dernière étape. Après avoir fait imploser l'Union soviétique, ils se sont attaqués à la fédération qu'ils voulaient faire éclater. Mais à ce moment-là est arrivé un homme
qui a tiré toutes les leçons du passé récent, qui est extrêmement organisé, qui connaît les forces et les faiblesses de l'OTAN, surtout au plan militaire. Et au même moment, en Europe, l'opinion ne veut plus l'élargissement aux pays de l'Est, surtout ceux qui étaient dans l'ancien bloc soviétique. L'opinion ne veut plus de dépenses militaires compte tenu de la récession. Tout ça combiné, ça fait que les Occidentaux sont effectivement en mauvaise posture. Pour plusieurs raisons, dont le dollar, que je ne peux pas évoquer ici. Le dollar n'arrête pas, vous me passez le mot, de gêner beaucoup d'États, depuis De Gaulle et d'autres. Il dit que c'est avec le dollar qu'on domine le monde. La Chine l'a tout le temps. Mais ils n'ont même pas de la dédollarisation. Mais exactement. Pour que le yuan devienne aujourd'hui une monnaie de référence. Voilà une monnaie de référence, surtout pour accéder aux ressources du sol et du sous-sol. Je crois que j'aurais bien aimé pouvoir parler plus longuement de cette question. C'est un problème de fond. Et en même temps, c'est cette semaine que le mouvement des non-alignés qui se revigore se réunit en Algérie pour toute la semaine prochaine. Et il y a un appel lancé, il y a une volonté de prendre en compte de la déception impulsée par les processus de démocratisation dont le Nord disait qu'elle allait déboucher sur le bonheur pour tout le monde. Tout ça que fait que l'Afrique est effectivement interpellée et l'Afrique devrait prendre position. L'Afrique devrait prendre position sur ces questions-là parce que il y en a même qui disent, les Chinois parfois ils le disent, la reconstitution de la triade. Un grand front Asie du Sud-Est, la Chine, l'Inde, l'Amérique latine et l'Afrique. Ils en rêvent. Mais en réalité, il y a en même temps cette voracité de la Chine. Moi, je ne ferai aucun reproche à la Chine. C'est à l'Afrique qui ne prend jamais ses responsabilités de saisir la dimension de ce conflit. C'est dire que la volonté de la Chine, du Brésil, de l'Inde, de la Russie, c'est de se répandre. J'emploie exprès ce mot. C'est de se répandre aussi sur l'Afrique, que ce ne soit pas au détriment vraiment des populations africaines. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais que mon frère que je viens de retrouver après tant d'années dise un mot sur ces questions. Justement, c'est une question importante. On n'entend pas la voix de l'Afrique et celle du Sénégal dans ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Dans ce sorte de d'exaxation, si le mot est dit, de paradigme mondial. Dans les rapports de force qui se mettent en place aujourd'hui, la Russie qui travaille aujourd'hui avec la Chine, avec l'accord sur le gazier, qui veut couper le gaz à l'Europe. L'Afrique, on ne l'entend pas, on parle de dédollarisation, de yuan comme monnaie de référence. La voix de l'Afrique, on ne l'entend pas. Oui, je rebondirai sur ce que disait Si. C'est qu'en fait, dans cette affaire, il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas une Afrique. Même si nous avons une organisation régionale qui s'appelle l'Union africaine, nous n'obéissons pas tous aux mêmes cercles régionaux. Nous n'avons pas les mêmes politiques monétaires, nous n'appartenons pas aux mêmes unions monétaires. Pour ce qui nous concerne, nous, parce que je maîtrise le mieux, le Sénégal est dans la zone UMOA, nous sommes remorqués. Nous sommes remorqués par l'euro et bien entendu, notre marge de manœuvre en est d'autant plus réduite dans cette redistribution des cartes qui se joue à cette grande échelle-là. Ceci dit, c'est très intéressant en termes de rééquilibrage géopolitique, mais pour nous, Africains et particulièrement nous, Sénégalais, personnellement, moi, je ne choisirais pas entre la peste et le choléra. Parce que c'est nous demander de choisir entre la peste et le choléra. Sarsao, dans des pays normaux, il y a quand même des réflexions qui sont faites. Il y a quand même des clubs qui réfléchissent sur l'avenir, sur quelle position on va avoir. Mais on ne voit pas dans le continent. Si, tout à fait. Si vous me laissiez terminer, je vous aurais précisé ma pensée, c'est que justement, j'allais en arriver là. D'abord, le premier pas, moi je suis, depuis la dévaluation du franc CFA, partisan d'une monnaie propre. Hein. Maintenant, le débat de fond, il est lancé, hein, le débat, les réflexions chez les économistes qui ne sont pas forcément des monétaristes, hein, bien sûr. Qui posent le problème de savoir est-ce qu'on le fait à l'échelle de l'UMOA ou il faut aller au niveau de la CEDEAO. Non, avec le Nigeria qui est quand même un peu une locomotive, mais qui a un désordre, il faut qu'il y ait de l'orthodoxie budgétaire d'abord pour pouvoir passer. Les débats sont lancés. Maintenant, tant que nous sommes arrimés à travers, par l'Europe, mais à travers en fait la France, le fameux compte d'opération qui était là, dont nous avons hérité, nous n'aurons pas véritablement de marge de manœuvre. Maintenant,
il va falloir peut-être diversifier nos sources d'approvisionnement, mais pas nous situer dans un bloc. En diversifiant nos sources d'approvisionnement, là, il va falloir se rapprocher des autres pays africains pour avoir un pouvoir de négociation. Parce que plus on est nombreux, plus on peut négocier en position de force, ou en tout cas pas en position de faiblesse. Et c'est ça les enjeux pour l'instant. Dédollarisation, nous n'y sommes pas encore. C'est un vœu pieux. Mais la réflexion est lancée. Elle est lancée. Elle est lancée. Dans 20, 40 ans, elle est lancée. Elle est lancée. Elle est lancée. Elle n'est pas nouvelle. Mais ce n'est pas pour demain. Non. Mais en tout cas, il y a un processus qui est engagé et c'est très sérieux. Je rajoute sur la monnaie. La monnaie, quoi qu'on dise, ce n'est pas contre la BCEAO, ce n'est pas contre la France, c'est le premier instrument de souveraineté. Merci. Je crois que c'est très important. Nous sommes même très loin nous sommes loin de la réflexion. Moi, je suis le rapporteur du groupe des experts de l'Union africaine sur la monnaie. Nous avons produit 4 ouvrages, nous avons décidé les pays qui devraient habiter telle ou telle institution. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, l'inconséquence, et il y a le CFA, notre relation avec le Trésor français, qui est un très grand problème. Parfois, je vais même très loin en disant que le premier chef d'État qui dit « je quitte le CFA », on le tue. Qui sera le premier à l'assumer? C'est un problème très sérieux. Je ne rigole pas. C'est un problème très, très sérieux. Et je pense que des bouches commencent à se délier. C'est nouveau. C'est nouveau. Si vous entendez maintenant Biya parler, quand on entend Sassou Nguesso dire ouvertement que le principal frein, c'est le franc CFA, c'est nouveau. Mais que ça se passe entre gens civilisés, si je puis m'exprimer ainsi. Mais ce sera très difficile que la France l'admette. Et il a aussi raison, mon collègue. Le Sénégal ne peut pas élever sa voix. Si vous êtes déterminé de cette façon par l'extérieur, notamment par la France, vous ne pouvez pas prendre. Bon, l'Union africaine, je l'ai cité, mais c'est même difficile pour l'Union africaine. Ne serait-ce que ces 5 dernières années, le budget de l'Union africaine est financé à 85% par l'Union européenne. Je crois que là-bas aussi se mène une bataille. Le budget est financé par l'Union africaine et le nouveau siège est construit pour 200 millions de dollars par la Chine qui donne 15 ans de maintenance. Je crois que voilà une situation extrêmement difficile pour l'Afrique. Mais je pense que ça mérite un sursaut de notre leadership pour qu'il s'adresse enfin à son peuple, pour qu'il nous écoute. Moi, je travaille beaucoup. Je travaille à l'Académie des sciences de la Chine. Je travaille avec des services étatiques de la Chine. J'ai même copié et proposé ici au Sénégal, au président Ouad, lorsqu'il était aux affaires, la façon de faire, la façon de mobiliser les anciens du système des Nations Unies. Je crois que c'est extraordinaire. Le continent est en train de bouger. Il y a notre ami Amoko, qui était de la Banque mondiale, très dogmatique. Mais aujourd'hui, il met en place un institut d'études économiques parmi les plus crédibles. Amwako, oui. Dans sa méthode et tout. Je crois que tout ça, il faut qu'on l'intègre. Mais je termine enfin sur ce que tu dis. Moi, je suis très préoccupé. Quand ni le secteur privé africain, ni le gouvernement du Sénégal n'organisent ou ne prennent 4 experts pour faire un commentaire sur le rapport Védrine. Et surtout sur le rapport du Sénat, l'Afrique, notre avenir. En cela, tu as raison. Ça manque. On ne demande pas à un gouvernement d'aller à Sali, de s'y mettre tous. Bon, la plupart ne peuvent pas le faire. Mais il y a d'autres qui sont capables de le faire, qu'ils réfléchissent au moins en tant qu'État, puisque les États nationaux existent. Ça n'a rien interdit le Sénégal de le faire. Je crois que ce serait... Pas seulement au niveau même du gouvernement, mais aussi au niveau même des partis. Mais oui, c'est ça la bataille. Aujourd'hui, on voit la Chine venir chercher des marchés en Afrique. La France ne lâche pas le morceau. Elle est en Centrafrique. Elle est à Kidal. Au Mali à côté. C'est pas innocent ce qui passe là-bas. Non, oui, mais c'est des débats qui sont là. Mais aujourd'hui, pourquoi dans nos pays, il n'y a pas de réflexion sur ces questions bien précises pour savoir où est-ce qu'on va? Ou bien pourquoi ceux qui réfléchissent sont suspects? Voilà. Voilà la question. Bonne question. Bonne question. Non, mais ça rejoint toujours la question. On l'a dit, on revient, c'est le problème du leadership. C'est que jusqu'à présent, on fait du nombrilisme dans nos États, et notamment au niveau de nos leaders politiques. C'est pour ça que tout à l'heure, quand s'il parlait de gouvernement, au lieu d'aller à Sali, qu'on réfléchisse, qu'on commette des gens. Oui, mais pas seulement le gouvernement. Les partis pris individuellement. J'aurais été un leader politique, je serais resté au Sénégal, je ne serais pas allé bourlinguer, etc. Peut-être que si j'avais des responsabilités politiques, je crois que j'aurais pensé qu'au niveau du parti, il aurait fallu
on essaye de le faire. Il y a eu, il faut le dire, j'aime pas cette référence-là, le groupe d'études et de réflexion du Parti socialiste de l'époque, qui avait commencé à faire des réflexions de ce genre-là. Malheureusement, ça n'a pas perduré. D'autres partis ont voulu s'en mettre, mais ont créé des cadres, les cadres libéraux, les cadres, etc. Mais il n'y a pas de réflexion. Ce qu'on ne sent pas au Sénégal aujourd'hui, qu'il n'y a pas un linkage entre les autorités et le monde universitaire pour nourrir la réflexion. Il n'y en a pas. C'est un problème, ça. Il n'y en a pas. Alors qu'aux États-Unis, Barack Obama s'appuie sur des universitaires, sur des questions essentielles. Quand on dit aujourd'hui que Tidjane Thiam, le prudentiel, fait partie des conseillers de Barack Obama, tout à fait. C'est quand même un problème dans le pays. Ou alors, même pas forcément des universitaires, mais même des intellectuels. Ou alors, quand on le fait, je prendrai l'exemple de la CNRI, on commet des études ou des missions, etc. Et puis après, le dossier, il n'est pas exploité. On le met sur le bureau à côté et on ne voit pas d'exploitation. C'est un problème. C'est un grand dommage pour le Sénégal de ne pas profiter de ces intellectuels et de ces universitaires pour la réflexion pour le pays. Merci à mes invités d'avoir été avec moi sur ce plateau de la RFM. Merci à Chérif Salihou Sy, qui est ancien et consultant International Consulting Service, consultant de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique en matière d'aide publique de développement et d'intégration et de commerce, ancien directeur de l'ANCAR. Merci à Mohamed Salsao, fonctionnaire des Nations Unies à la retraite, ancien du bureau organisation et méthode de BOM, diplômé des sciences politiques, section économique et financière. Merci à la partie technique, Sidina, qui a assuré la partie technique. Bon dimanche à tous.